Dès les premières heures de la matinée, une tension sourde semblait s'installer dans l'air de Sète, comme si la ville elle-même pressentait que quelque chose s'était brisé sans que personne ne puisse encore en mesurer les conséquences. Chez les Delcourt, les gestes du quotidien continuaient en apparence sans heurts, mais derrière cette routine rassurante se cachait une inquiétude diffuse, presque imperceptible, qui trouvait peu à peu son origine dans un détail que Chloé ne parvenait pas à ignorer. Diego, lui, tentait de garder une apparence normale, mais chaque mouvement trahissait un trouble intérieur qu'il ne maîtrisait plus. Ses réponses devenaient plus brèves, ses regards plus fuyants, et malgré tous ses efforts pour paraître détaché, il ne parvenait plus à se fondre dans l'insouciance d'un adolescent ordinaire. La veille, il avait franchi une limite qu'il n'avait pas réellement comprise sur le moment, et désormais, la réalité revenait s'imposer à lui avec une brutalité glaciale. Lorsque Chloé lui demanda ce qu'il avait fait la veille au soir, il répondit sans hésiter, comme s'il avait déjà répété cette version dans son esprit. Il évoqua Montpellier, des amis, quelques verres partagés pour oublier une rupture récente, une histoire banale qu'Alex accepta sans y voir de raison de s'inquiéter. Pourtant, Chloé, elle, ne se laissait pas convaincre si facilement. Une intuition persistante la poussait à observer son fils autrement, à chercher dans ses silences ce qu'il ne disait pas. Pendant ce temps, sur les lieux du braquage, une toute autre atmosphère régnait. L'intervention de la police avait laissé derrière elle un décor figé, chargé de traces invisibles que seuls les enquêteurs savaient interpréter. Martin et Nordine arrivaient avec la précision de ceux qui connaissent trop bien ce genre de scène, scrutant chaque détail, chaque indice susceptible de reconstruire le fil des événements. Le braquage, en apparence, semblait presque amateur. Une arme abandonnée sur place, des traces mal dissimulées, une fuite précipitée. Pourtant, derrière cette maladresse se cachait quelque chose de plus dérangeant. L'arme retrouvée n'était qu'un jouet, une imitation incapable de tirer. Ce détail, loin de rassurer Martin, éveillait en lui une méfiance accrue. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol, mais d'une mise en scène, d'un plan imparfait exécuté par des individus qui n'étaient peut-être pas aussi naïfs qu'ils en donnaient l'impression. Nordine, de son côté, se raccrochait à une certitude plus tangible. L'ADN, même une arme en plastique pouvait porter des traces, et ces traces pouvaient mener à une identité. C'était une piste, fragile mais réelle, et dans une enquête où les images de vidéosurveillance faisaient défaut, chaque élément comptait. À l'hôpital, Swazik reprenait lentement ses esprits. Le choc du braquage, la peur, l'imprévisibilité de la situation l'avaient laissée affaiblie, mais consciente. Lorsqu'elle croisa le regard de Diego à travers la vitre, un instant suspendu sembla s'étirer entre eux. Rien n'était dit, rien n'était certain, mais quelque chose passait dans ce regard, une reconnaissance fugace ou peut-être une simple impression. Diego, lui, sentit son cœur se serrer. Si elle avait vu, si elle avait compris, alors tout pouvait basculer. Ce moment resta gravé en lui comme une menace silencieuse, une épée suspendue au-dessus de sa tête. Il détourna les yeux, incapable de soutenir plus longtemps cette confrontation muette, et s'éloigna avec une précipitation qu'il tenta de dissimuler. Au même instant, dans un autre coin de la ville, les tensions se jouaient sur un registre plus intime mais tout aussi fragile. Jack, face à ses propres hésitations, se retrouvait incapable d'affronter Manny. Leur histoire, déjà marquée par des blessures passées, semblait incapable de renaître malgré les tentatives de rapprochement. Lorsque Manny proposa un déjeuner, Jack ressentit immédiatement ce poids du passé, cette peur de replonger dans quelque chose qu'il n'était pas prêt à revivre. Plutôt que d'affronter directement la situation, il choisit la distance, laissant un message vocal qui sonnait comme une fin définitive. Une décision difficile, mais qu'il croyait nécessaire pour se protéger. Manny, de son côté, recevait ce rejet comme une confirmation douloureuse, une nouvelle fracture dans une relation qu'il espérait encore réparer. Pendant ce temps, Lizzie observait cette situation avec un mélange de culpabilité et d'inquiétude. Elle avait encouragé ce rapprochement, pensant bien faire, et se retrouvait désormais face aux conséquences imprévues de son intervention. Le doute s'installait en elle, renforcé par une question simple mais persistante. Avait-elle forcé les choses là où elle n'était pas prête à évoluer? Dans les couloirs du commissariat, l'enquête prenait une tournure plus concrète lorsque Bruno fut interrogé. Son témoignage, bien que limité, apportait des éléments essentiels. 3 braqueurs, des cagoules fluo, une voiture identifiable par un autocollant « bébé à bord » et une plaque dissimulée de manière grossière. Ces détails, anodins en apparence, constituaient un fil que Martin s'empressa de suivre. Ce qui inquiétait davantage, cependant, c'était la nature même de cette équipe. Leur manière d'agir, à la fois désorganisée et efficace, laissait entrevoir un groupe sans réelle expérience mais animé par une motivation qui dépassait le simple gain financier.
Une intuition que Martin gardait pour lui, préférant s'appuyer sur des faits plutôt que sur des impressions. Au lycée, une autre forme de tension prenait forme. Violette, confrontée au regard des autres, devait faire face à un jugement sans appel. Son retour ne passait pas inaperçu, et les remarques de Diane venaient raviver une culpabilité qu'elle ne cherchait pas à nier. Elle acceptait sa responsabilité, non pas comme une fatalité, mais comme une étape nécessaire pour avancer. Cette posture, pourtant sincère, ne suffisait pas à apaiser les tensions autour d'elle. Les regards, les silences, les réactions hostiles constituaient autant d'obstacles qu'elle devait surmonter. Bastien, en restant à ses côtés, lui offrait un soutien discret mais essentiel, un rappel que, malgré tout, elle n'était pas seule. Dans ce climat chargé, Diego se retrouvait de plus en plus isolé dans ses pensées. Ce qu'il avait découvert changeait tout. Bella ne lui avait jamais dit la vérité. Les braquages n'étaient pas une simple dérive, mais une quête précise, obsessionnelle. Les bijoux de sa grand-mère. Un objectif qui donnait soudain un sens à chaque action, à chaque prise de risque. Lorsqu'il la retrouva sur la plage, entourée de sa bande, l'atmosphère contrastait violemment avec le poids qui pesait sur lui. Champagne, rire, insouciance affichée. Pour eux, tout semblait n'être qu'un jeu. Mais pour Diego, la réalité venait de basculer. Les paroles de Bella, prononcées avec une désinvolture presque provocante, confirmèrent ce qu'il redoutait. Il n'avait été qu'un moyen, un outil utilisé pour accéder à quelque chose de plus précieux. Une voiture, un complice naïf, et une série d'actions soigneusement orchestrées pour atteindre un but bien précis. Face à cette révélation, une peur froide s'installa en lui. Non seulement il était impliqué, mais il était désormais lié à quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Et dans ce jeu dangereux, une seule erreur pouvait suffire à tout faire s'effondrer. Bella, quant à elle, ne montrait aucun regret. Elle assumait pleinement ses choix, convaincue de la légitimité de sa quête. Pour elle, les braquages n'étaient qu'un moyen parmi d'autres, un passage obligé pour récupérer ce qui lui appartenait. Diego, en entendant cela, comprit qu'il ne pourrait plus jamais voir les choses de la même manière. Il tenta de poser une limite, de marquer une distance en affirmant qu'il ne voulait plus la revoir. Mais même cette décision, qui lui semblait nécessaire, ne suffisait pas à le libérer complètement. Car au fond, il savait que le lien existait toujours. Un lien dangereux, invisible, qui pouvait à tout moment le rattraper. Et pendant que chacun poursuivait son chemin, entre mensonges, doutes et vérités inavouées, une menace silencieuse continuait de grandir, prête à éclater au grand jour au moindre faux pas. Dans le prolongement de cette journée déjà chargée de tensions, les événements semblaient s'enchaîner avec une précision presque implacable, comme si chaque décision prise par les uns et les autres contribuait à resserrer un peu plus l'étau autour de Diego sans qu'il ne puisse réellement s'en rendre compte. Ce qui n'était au départ qu'un malaise diffus devenait progressivement une angoisse bien réelle, nourrie par les regards, les silences et surtout par cette impression persistante d'être constamment à deux doigts d'être découvert. Au commissariat, Martin ne relâchait pas la pression. L'absence d'images de vidéosurveillance compliquait l'enquête, mais les éléments récoltés jusqu'ici commençaient à dessiner un schéma cohérent. La voiture avec l'autocollant « Bébé à bord » constituait désormais un point central de leur recherche. Roxane, fidèle à son efficacité habituelle, avait réussi à identifier plusieurs dizaines de véhicules correspondant à cette description, réduisant peu à peu le champ des possibles. Ce travail de fourmi, minutieux et patient, contrastait avec l'urgence qui habitait Martin. Il savait que dans ce type d'affaires, le temps jouait rarement en faveur des enquêteurs. Plus les heures passaient, plus les suspects avaient l'occasion de disparaître, de brouiller les pistes, de faire disparaître des preuves. Et malgré son calme apparent, une intuition le poussait à croire que ce braquage n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Pendant ce temps, au mât, la vie continuait en apparence normalement. Alex, concentré sur son travail, ne soupçonnait pas un instant que la menace se trouvait à quelques mètres de lui. Diego, lui, s'efforçait de se rendre utile, de participer aux tâches quotidiennes pour donner le change. Mais chaque geste lui demandait un effort considérable. Il surveillait ses paroles, contrôlait ses réactions, évitait les regards trop insistants, comme si le moindre détail pouvait le trahir. La présence de Judith et Manny apportait une certaine animation au travail, mais pour Diego, cette agitation ne faisait qu'accentuer son malaise. Il avait l'impression d'être décalé, de ne plus appartenir complètement à ce monde qui était pourtant le sien. Chaque rire, chaque échange lui rappelait ce qu'il risquait de perdre si la vérité venait à éclater. C'est dans cet état d'esprit qu'il envoya un message à Bella. Un geste presque instinctif, dicté par une nécessité qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Peut-être cherchait-il des réponses, peut-être voulait-il simplement garder un semblant de contrôle sur une situation qui lui échappait de plus en plus.
Mais en agissant ainsi, il prenait un risque supplémentaire, s'enfonçant un peu plus dans une spirale dont il ne mesurait pas encore toutes les conséquences. À l'hôpital, Swazik poursuivait sa convalescence, mais son esprit, lui, restait marqué par les images du braquage. Les souvenirs revenaient par fragments, parfois flous, parfois d'une précision troublante. Parmi ces images, une silhouette persistait, une présence qu'elle n'arrivait pas encore à identifier clairement mais qui la troublait profondément. Lorsqu'elle repensait à ce moment précis, quelque chose en elle résistait, comme si son esprit refusait de faire le lien entre ce qu'elle avait vu et ce qu'elle savait. Cette hésitation, ce doute, devenait une zone d'ombre qui pouvait à tout moment basculer vers une révélation. Et même si elle n'en parlait pas encore ouvertement, ce souvenir continuait de s'imposer à elle avec une force croissante. Dans un tout autre registre, les tensions familiales autour de Violette ne cessaient de s'intensifier. Audrey, inquiète pour Damien, décida de confronter Philippine, persuadée que ses paroles avaient profondément affecté son fils. Ce face-à-face, chargé d'émotions, révélait une fracture bien plus profonde qu'il n'y paraissait. Philippine, fidèle à sa vision des choses, estimait que Damien avait failli dans son rôle de frère, qu'il n'avait pas su protéger Violette comme il aurait dû. Une accusation lourde, qui venait raviver chez Damien un sentiment de culpabilité déjà bien ancré. Audrey, de son côté, tentait de rétablir un équilibre, rappelant que priver Violette de son frère ne ferait qu'aggraver la situation. Cette confrontation, loin d'apporter une solution immédiate, mettait en lumière la complexité des liens familiaux, où l'amour et la responsabilité se mêlaient parfois de manière douloureuse. Violette, au centre de cette tension, continuait de chercher sa place, tiraillée entre le besoin de se racheter et celui de ne pas perdre les rares repères qui lui restaient. Au Spoon, Manny attendait toujours, porté par un espoir fragile. Lorsqu'il reçut le message de Jack, la déception fut immédiate, presque brutale. Ce refus, qu'il redoutait sans oser l'admettre, venait confirmer ce qu'il craignait depuis le début. Pourtant, au lieu de renoncer complètement, il choisit de laisser une trace, une dernière tentative sous la forme d'une lettre. Ce geste, à la fois simple et chargé de sens, témoignait de sa volonté de respecter la décision de Jack tout en lui laissant une porte ouverte. Une manière de dire qu'il était prêt à accepter la distance, mais pas à effacer ce qu'ils avaient partagé. Lizzie, en recevant cette lettre, se retrouva une nouvelle fois au cœur de cette relation fragile. Elle hésitait, consciente que son intervention pouvait influencer la suite des événements. Devait-elle transmettre cette lettre et risquer de raviver une douleur encore vive, ou la garder pour elle au risque d'empêcher une possible réconciliation? Ce dilemme, en apparence anodin, révélait en réalité toute la complexité des liens qui unissaient ces personnages. Car au-delà des décisions individuelles, c'étaient des émotions profondes qui se jouaient, des peurs, des espoirs, des regrets qui ne pouvaient pas être ignorés. Pendant ce temps, l'enquête continuait d'avancer. La découverte de la disparition de la voiture des Delcourt allait bientôt constituer un tournant majeur. Mais pour l'instant, Chloé n'en avait pas encore pris pleinement conscience. Lorsqu'elle reçut l'appel de Martin lui demandant de vérifier le véhicule, elle répondit sans inquiétude particulière, persuadée que tout était en ordre. Ce moment, en apparence banal, marquait pourtant le début d'un basculement. Car en se rendant sur place, accompagnée de Martin, elle allait découvrir une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Une absence, simple en apparence, mais lourde de conséquences. Pendant ce temps, Diego continuait de jouer un rôle qu'il ne maîtrisait plus. Chaque minute qui passait le rapprochait d'une confrontation inévitable, et malgré ses tentatives pour maintenir une distance avec Bella, il restait lié à elle d'une manière qu'il ne pouvait pas effacer. Ce lien, construit sur un mensonge et une manipulation, devenait peu à peu une prison invisible. Et même s'il refusait de l'admettre, Diego savait au fond de lui que la situation ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment. Dans ce climat chargé, chaque personnage avançait à sa manière, guidé par ses propres peurs et ses propres convictions. Mais tous, sans exception, se rapprochaient d'un point de rupture où les vérités cachées ne pourraient plus rester enfouies. Et déjà, dans l'ombre, les conséquences de ces choix commençaient à se dessiner, prêtes à éclater avec une intensité que personne ne pouvait encore anticiper. À mesure que la journée avançait, les éléments jusque-là dispersés commençaient à converger avec une précision troublante, comme si chaque fil invisible tirait lentement les personnages vers un point commun qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Cette impression d'inéluctable devenait particulièrement pesante pour Diego, dont l'équilibre fragile reposait désormais sur une succession de mensonges qu'il devait maintenir coûte que coûte. Au mât, l'ambiance restait active, presque énergique, mais derrière cette agitation apparente, une tension sourde s'installait.
Diego travaillait aux côtés d'Alex, de Manny et de Judith, répétant mécaniquement les gestes qu'il connaissait par cœur. Pourtant, chaque mouvement lui semblait étranger, comme si son corps agissait sans que son esprit ne parvienne à suivre. Il évitait les conversations trop longues, se contentant de réponses brèves, cherchant à ne pas attirer l'attention. Mais cette discrétion même finissait par devenir suspecte. Alex, bien que confiant de nature, commençait à remarquer certains changements chez son fils. Rien de suffisamment concret pour justifier une inquiétude ouverte, mais assez pour semer un doute discret, une sensation difficile à ignorer. Il observait Diego avec une attention nouvelle, essayant de comprendre ce qui pouvait bien se cacher derrière cette attitude plus fermée. Dans le même temps, Judith, absorbée par ses responsabilités, ne prêtait qu'une attention partielle à ce malaise. Elle percevait bien une tension, mais l'attribuait à des préoccupations personnelles, à ces tourments adolescents qu'elle connaissait trop bien. Manny, lui, restait silencieux, encore marqué par le rejet de Jack. Son regard, parfois perdu, témoignait d'un combat intérieur qui le détachait partiellement de ce qui se passait autour de lui. Ce croisement de préoccupations individuelles créait un équilibre instable, où chacun était trop absorbé par ses propres pensées pour percevoir pleinement la gravité de la situation globale. Pourtant, c'était précisément dans ces moments de dispersion que les vérités les plus importantes trouvaient un terrain propice pour émerger. Au commissariat, Martin poursuivait son analyse avec une rigueur intacte. Les informations fournies par Bruno continuaient de nourrir l'enquête, et la piste de la voiture se précisait peu à peu. L'autocollant « Bébé à bord », détail banal pour beaucoup, devenait un élément clé, un marqueur distinctif qui permettait de restreindre considérablement les recherches. Roxane, plongée dans ses bases de données, affinait la liste des véhicules correspondants. Ce travail technique, souvent invisible, constituait pourtant l'épine dorsale de l'enquête. Chaque recoupement, chaque élimination rapprochait un peu plus l'équipe de la vérité. Mais Martin, fidèle à son instinct, savait que l'identification du véhicule ne serait qu'une étape. Le plus difficile restait à venir, comprendre qui se cachait derrière ces actes et surtout pourquoi. Cette question du « pourquoi » revenait sans cesse, comme une énigme persistante. Le caractère amateur du braquage contrastait avec la répétition des faits. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une série. Et cette répétition impliquait une intention, une logique que Martin cherchait à décrypter. Pendant ce temps, à l'hôpital, Swazik continuait de lutter avec ses souvenirs. Les images du braquage se recomposaient lentement, comme un puzzle dont certaines pièces refusaient de s'assembler. Elle se souvenait des voix, des mouvements, de la tension qui avait envahi l'espace en quelques secondes. Mais au-delà de ces éléments, une sensation persistait, une impression de déjà-vu qui la troublait profondément. Elle revoyait cette silhouette, ce regard peut-être, sans parvenir à le situer. Ce n'était pas une reconnaissance claire, mais plutôt une intuition, un sentiment que quelque chose lui échappait. Cette incertitude devenait presque plus angoissante que la peur elle-même, car elle ouvrait la porte à toutes les possibilités. Chaque fois qu'elle tentait de mettre un visage sur ce souvenir, une résistance intérieure se manifestait, comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'il commençait à comprendre. Et pourtant, plus elle y pensait, plus cette image revenait avec insistance, prête à franchir le seuil de la conscience. Au lycée, la situation de Violette continuait d'évoluer dans une atmosphère lourde. Son retour n'avait rien d'anodin, et chaque interaction avec ses camarades portait la trace du passé récent. Les regards, les murmures, les attitudes parfois hostiles constituaient un environnement difficile à supporter. Mais Violette, contrairement à ce que certains pouvaient attendre, ne cherchait pas à fuir. Elle affrontait cette réalité avec une forme de résignation mêlée de détermination. Elle savait qu'elle devait assumer ses actes, qu'il n'existait pas de raccourci pour se libérer de cette culpabilité. Pourtant, cette lucidité ne la protégeait pas de la douleur. La présence de Bastien à ses côtés constituait un soutien précieux. Il ne cherchait pas à minimiser ce qu'elle avait fait, mais à lui offrir un espace où elle pouvait exister sans être constamment définie par ses erreurs. Leur complicité, discrète mais sincère, apportait une forme d'équilibre dans un quotidien devenu instable. Chez les Roussel, Lizzie continuait d'hésiter face à la lettre de Manny. Cet objet, simple en apparence, était devenu le symbole d'un choix difficile. Elle le tenait entre ses mains comme on tient une responsabilité trop lourde, consciente que son geste pourrait influencer le destin de deux personnes qu'elle aimait profondément. Warren, à qui elle se confiait, tentait de l'aider à prendre du recul. Mais au fond, la décision lui appartenait entièrement. Devait-elle intervenir ou laisser les choses suivre leur cours? Cette question, en apparence secondaire, reflétait en réalité une problématique plus large. Jusqu'où peut-on intervenir dans la vie des autres sans risquer de tout compliquer?
Pendant ce temps, Diego, de plus en plus acculé, se retrouvait prisonnier de ses propres choix. Le message envoyé à Bella restait sans réponse immédiate, ce qui ne faisait qu'accentuer son anxiété. Chaque vibration de son téléphone devenait une source de tension, chaque silence une menace implicite. Il savait désormais que Bella n'était pas simplement une fille imprudente ou rebelle. Elle avait un objectif précis, une détermination froide qui la distinguait clairement du reste de sa bande. Les braquages n'étaient qu'un moyen, une stratégie pour atteindre quelque chose de bien plus personnel. Cette révélation changeait tout. Elle transformait Diego de simple complice passif en élément clé d'un plan dont il ne maîtrisait ni les règles ni les conséquences. Et plus il prenait conscience de cette réalité, plus il ressentait le poids de sa situation. Il tenta de se convaincre qu'il pouvait encore s'en sortir, qu'en gardant le silence et en prenant ses distances, il pourrait éviter le pire. Mais au fond de lui, une certitude commençait à s'imposer. Ce n'était plus une question de volonté, mais de temps. Au même moment, Chloé, encore loin d'imaginer l'ampleur de ce qui se préparait, poursuivait ses activités au mât. L'appel de Martin restait dans un coin de son esprit, sans susciter d'inquiétude particulière. Elle pensait simplement répondre à une vérification de routine, sans se douter que ce geste allait marquer un tournant décisif. Lorsqu'elle se dirigea vers l'endroit où la voiture était censée se trouver, elle ne ressentit rien de particulier. Ce n'est qu'en constatant l'absence du véhicule que la réalité la frappa de plein fouet. Un vide, brutal, incompréhensible. Ce moment suspendu, où le doute laisse place à la certitude, marquait le début d'une nouvelle phase. Car ce n'était plus une simple hypothèse, mais un fait concret. La voiture avait disparu. Face à cette évidence, Chloé sentit une vague de panique monter en elle. Les implications de cette disparition étaient immédiates, presque instinctives. Si la voiture était liée au braquage, alors la situation prenait une dimension bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginée. Martin, à ses côtés, comprit immédiatement l'importance de cette découverte. Ce qu'il tenait là n'était plus un indice parmi d'autres, mais une pièce centrale de l'enquête. Et à travers ce véhicule, c'était toute une chaîne d'événements qui risquait d'être révélée. Pendant ce temps, Diego, encore au mât, ignorait que cette découverte venait de franchir un seuil critique. Il continuait d'avancer, inconscient du fait que le temps dont il disposait venait de se réduire considérablement. Et déjà, dans l'ombre, les conséquences de cette disparition commençaient à se propager, prêtes à transformer chaque doute en certitude, chaque soupçon en accusation. À partir de cet instant précis où l'absence de la voiture devint une certitude incontestable, tout bascula dans une dynamique beaucoup plus tendue, presque suffocante. Ce qui n'était encore qu'une succession d'événements inquiétants prit soudain la forme d'un enchaînement logique, où chaque élément trouvait sa place dans une mécanique implacable. Pour Chloé, ce moment marquait une rupture brutale avec la normalité, une prise de conscience immédiate que quelque chose de grave était en train de se produire, et surtout que cela touchait directement sa propre famille. Face à Martin, son regard oscillait entre incompréhension et peur. Elle tentait de reconstituer mentalement les heures précédentes, cherchant un détail, un indice qui aurait pu lui échapper. Mais plus elle y réfléchissait, plus l'évidence s'imposait avec violence, la voiture n'avait pas disparu par hasard. Elle avait été prise, utilisée, intégrée dans quelque chose de bien plus vaste. Martin, quant à lui, adoptait immédiatement une posture plus rigoureuse. L'émotion n'avait pas sa place dans ce genre de situation, même s'il percevait parfaitement le choc que vivait Chloé. Il savait que ce type de découverte nécessitait une réaction rapide, précise, sans laisser place à l'improvisation. La voiture devenait désormais un élément central de l'enquête, un lien direct entre les Delcourt et les braquages. Dans son esprit, les informations se mettaient en ordre avec une clarté presque inquiétante. Le témoignage de Bruno, la description du véhicule, les indices relevés sur place, tout convergeait désormais vers une seule conclusion possible. Et même s'il ne formulait pas encore cette hypothèse à voix haute, il comprenait que l'affaire prenait une dimension bien plus sensible. Pendant ce temps, au mât, l'équilibre fragile qui s'était maintenu jusque-là commençait à se fissurer. Diego, toujours plongé dans ses propres pensées, ressentait une pression grandissante sans en identifier clairement l'origine. Ce n'était plus seulement la peur d'être découvert, mais une sensation plus diffuse, comme un danger qui se rapprochait lentement sans qu'il puisse en voir les contours. Il continuait à travailler, à échanger quelques mots avec Alex ou Judith, mais tout cela n'était qu'une façade. À l'intérieur, son esprit tournait en boucle, repassant chaque détail, chaque moment passé avec Bella et sa bande. Ce qu'il avait considéré au départ comme une aventure devenait peu à peu une erreur irréversible. C'est dans cet état de tension constante que son téléphone vibra. Le message qu'il attendait, ou qu'il redoutait, venait enfin d'arriver.
Bella ne répondait pas directement à ces questions. Elle restait fidèle à elle-même, insaisissable, laissant planer une ambiguïté qui ne faisait qu'accentuer le malaise de Diego. À travers ces mots, une chose apparaissait clairement. Elle n'avait aucune intention de s'arrêter. Sa quête n'était pas terminée. Il manquait encore une pièce, un dernier élément qui justifiait la poursuite de ses actions. Et tant que cet objectif ne serait pas atteint, rien ne pourrait la détourner de sa trajectoire. Cette certitude frappa Diego avec une force nouvelle. Il comprit que même en prenant ses distances, il restait impliqué. Son rôle, même involontaire, faisait de lui un maillon essentiel de cette chaîne. Et tant que Bella avancerait, il ne pourrait pas totalement s'en détacher. Dans le même temps, à l'hôpital, Swazik atteignait un point critique dans sa reconstruction mentale. Les souvenirs fragmentés commençaient à s'assembler avec une cohérence troublante. Ce qui n'était jusqu'ici qu'une impression vague prenait progressivement la forme d'une reconnaissance plus précise. Elle revoyait la scène, les mouvements, les silhouettes. Et parmi elles, une présence se distinguait désormais avec plus de netteté. Ce n'était plus seulement une intuition. C'était une possibilité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette prise de conscience, encore fragile, s'accompagnait d'une hésitation profonde. Car reconnaître signifiait accuser, et accuser impliquait des conséquences qu'elle n'était peut-être pas prête à assumer immédiatement. Elle restait suspendue entre deux réalités, consciente que le moment où elle devrait faire un choix approchait inexorablement. Au commissariat, les avancées techniques continuaient de renforcer la pression autour de l'affaire. Roxane affinait encore la liste des véhicules, éliminant les correspondances improbables, rapprochant peu à peu les enquêteurs d'une identification concrète. Chaque donnée ajoutée réduisait l'incertitude, mais augmentait en parallèle la gravité de la situation. Martin, observant ces progrès, savait que le temps jouait désormais contre ceux qui cherchaient à dissimuler la vérité. Il n'avait pas encore tous les éléments, mais il sentait que l'enquête approchait d'un point de bascule. Un moment où les hypothèses deviendraient des certitudes. Dans ce contexte, la disparition de la voiture des Delcourt prenait une importance capitale. Elle n'était plus seulement un indice, mais un point de convergence, un élément qui reliait directement plusieurs fils de l'enquête. Et à travers ce lien, c'était toute une dynamique qui risquait de s'effondrer. Pendant ce temps, les tensions autour de Jack et Manny continuaient de se développer dans un registre plus intime mais tout aussi chargé émotionnellement. La lettre laissée par Manny devenait un symbole, une tentative de maintenir un lien malgré la distance imposée. Lizzie, toujours hésitante, sentait le poids de cette responsabilité peser sur elle. Elle comprenait que ce geste, aussi simple soit-il, pouvait raviver des sentiments que Jack tentait de contenir. Mais elle percevait également la sincérité de Manny, son besoin de s'exprimer une dernière fois. Ce dilemme la plaçait dans une position inconfortable, tiraillée entre le respect des décisions et le désir d'aider. Dans un autre espace, Violette poursuivait son chemin avec une détermination silencieuse. Chaque pas, chaque interaction représentait un effort, mais elle avançait malgré tout, consciente que son avenir dépendait de sa capacité à affronter le regard des autres. Bastien restait à ses côtés, offrant une présence stable dans un environnement instable. Tous ces parcours, en apparence distincts, continuaient pourtant de converger vers un même point de tension. Car au cœur de cette journée, un élément central continuait de se renforcer, le lien invisible entre Diego et les braquages. Et alors que les pièces du puzzle s'assemblaient progressivement, une évidence commençait à émerger, encore floue mais de plus en plus difficile à ignorer. Diego n'était plus seulement un témoin ou un complice involontaire. Il devenait, sans le vouloir, un élément clé d'une affaire qui allait bientôt dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Dans ce climat de tension croissante, chaque décision prenait un poids particulier. Chaque silence devenait suspect, chaque regard pouvait être interprété. Et au milieu de cette spirale, Diego avançait encore, sans savoir que le point de rupture était désormais tout proche. À ce moment précis où tous les fils invisibles semblaient enfin se rejoindre, la tension atteignait un point presque insoutenable, comme si chaque respiration des personnages portait en elle le poids d'une vérité prête à éclater. Ce qui n'était jusque-là qu'un enchevêtrement de soupçons, d'intuition et de silence prenait désormais la forme d'une réalité imminente, une révélation qui ne pouvait plus être repoussée indéfiniment. Au mât, l'atmosphère avait imperceptiblement changé. Rien n'était explicitement dit, aucun événement brutal ne venait rompre l'équilibre apparent, et pourtant, quelque chose s'était fissuré. Diego le ressentait avec une acuité presque douloureuse. Les regards autour de lui semblaient différents, plus lourds, plus insistants, comme si chacun percevait, sans en avoir conscience, la faille qu'il tentait de dissimuler. Il continuait à agir comme si de rien n'était, répétant les gestes familiers avec une précision mécanique, mais son esprit, lui, était ailleurs.
Il repensait à Bella, à ses mots, à cette quête obsessionnelle des bijoux de sa grand-mère. Ce qui l'avait d'abord semblé absurde prenait maintenant un sens inquiétant. Chaque braquage, chaque risque, chaque manipulation n'était qu'une étape dans un plan bien plus personnel, presque intime. Et dans ce plan, il avait été utilisé. Cette prise de conscience, qu'il avait tenté de refouler, revenait avec une force nouvelle. Il n'était pas seulement impliqué, il était devenu indispensable, malgré lui. Et c'est précisément cette position qui le mettait désormais en danger. Pendant ce temps, au commissariat, Martin avançait avec une détermination silencieuse. Les éléments accumulés formaient désormais un ensemble cohérent, une structure fragile mais suffisamment solide pour orienter l'enquête dans une direction précise. La voiture des Delcourt, identifiée comme potentiellement liée au braquage, devenait la clé de voûte de toute l'affaire. Il ne s'agissait plus de vérifier des hypothèses, mais de confirmer une réalité qui se dessinait de plus en plus nettement. Chaque détail, chaque témoignage venait renforcer cette conviction que l'affaire était bien plus proche de leur cercle immédiat qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Chloé, de son côté, peinait à retrouver un semblant de calme. La disparition de la voiture avait créé en elle une inquiétude profonde, presque instinctive. Elle tentait de se rassurer, de rationaliser la situation, mais une partie d'elle refusait d'ignorer ce sentiment persistant que quelque chose de grave était en train de se jouer sous ses yeux. Elle observait Diego avec une attention renouvelée, cherchant dans ses attitudes un indice, un signe qui confirmerait ou infirmerait ses doutes. Mais plus elle regardait, plus le trouble grandissait. Ce n'était pas une preuve, juste une impression, mais cette impression devenait de plus en plus difficile à ignorer. À l'hôpital, Swazik atteignait enfin ce point de bascule qu'elle redoutait. Les souvenirs, longtemps flous, s'étaient progressivement organisés, laissant apparaître une image plus claire, plus précise. Ce qu'elle avait vu ne pouvait plus être nié. Mais reconnaître, c'était accepter. Et accepter impliquait de franchir une étape irréversible. Elle se retrouvait face à un choix difficile, tiraillée entre la nécessité de dire la vérité et les conséquences que cette vérité pouvait entraîner. Ce moment de suspension, où tout semblait encore possible, ne pouvait durer éternellement. Dans un autre registre, les tensions émotionnelles trouvaient également leur point d'aboutissement. Manny, après avoir laissé sa lettre, acceptait enfin l'idée que Jack puisse ne pas revenir vers lui. Ce n'était pas une résignation totale, mais une forme d'acceptation lucide. Il comprenait que certaines blessures demandaient du temps, parfois plus que ce que l'on est prêt à donner. Lizzie, en remettant finalement la lettre, faisait un choix qui lui appartenait pleinement. Elle décidait de ne plus porter seule cette responsabilité, laissant Jack face à ses propres émotions. Ce geste, simple en apparence, marquait une étape importante dans leur relation à tous les trois, une manière de redonner à chacun sa place dans cette histoire complexe. Pendant ce temps, Violette poursuivait son chemin avec une détermination qui, malgré les obstacles, ne faiblissait pas. Chaque regard, chaque remarque était une épreuve, mais elle avançait, consciente que son avenir dépendait de sa capacité à affronter ses difficultés. Bastien, toujours présent, incarnait ce soutien discret mais essentiel qui lui permettait de ne pas vaciller. Tous ces parcours, aussi différents soient-ils, convergeaient désormais vers une même réalité, les vérités cachées ne pouvaient plus rester enfouies. Le moment où tout allait se révéler approchait, porté par une accumulation de faits, de choix et de conséquences. Et au centre de cette convergence, Diego se retrouvait plus exposé que jamais. Ce qu'il avait tenté de contrôler lui échappait désormais complètement. Le lien avec Bella, la voiture disparue, le regard de Swazik, les soupçons de Chloé, tout formait un réseau de pression qui se resserrait inexorablement autour de lui. Il comprenait, sans encore oser se l'avouer pleinement, que le point de non-retour était atteint. Il ne s'agissait plus de savoir s'il serait découvert, mais quand et comment. Cette prise de conscience, lente mais inévitable, marquait la fin d'une illusion. Dans le silence qui suivait cette journée, chacun portait en lui les fragments d'une vérité encore incomplète, mais déjà suffisamment lourde pour transformer les relations, les certitudes et les équilibres établis. Seth, en apparence inchangé, se préparait sans le savoir à accueillir les conséquences d'un enchaînement d'événements qui allait profondément bouleverser ses habitants. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, une certitude s'imposait, rien ne pourrait revenir à l'état initial. Les masques étaient sur le point de tomber, et lorsque cela arriverait, les liens les plus solides pourraient bien se fissurer à jamais.